Ils sont trois à être invités pour les sujets de regard croisés aujourd'hui. Ou bien ce soir, il s'agit de Horace Donkovi, activiste panafricain, Fioclou Adangbleno. Lui, il est du journal L'Enquêteur, et Luis Kamako, rédacteur en chef de Togo Breaking News. Avec eux, nous allons parler de la RCA, rapport de l'ONU, une volonté manifeste de ternir l'image des FACA. Nous allons également parler du Burkina Faso, marche contre l'insécurité, l'opposition mal inspirée. La RDC, Félix Tshisekedi Antoine ne cache pas ses ambitions présidentielles pour 2023. Et puis Togo, CNAP, le parti UNIR, invite à la poursuite des discussions. Chers amis, invités, bonsoir, Horace Donkovi, vous allez bien? Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui nous suivent. C'est un plaisir d'être sur le plateau et on va faire un échange, j'espère, constructif. Fioclou Adangbleno. Bonsoir, chers confrères, bonsoir aux téléspectateurs de New TV. Luis Kamako, on se revoit encore. Hein. Oui, on se revoit, Michel Glory. Bonsoir, bonsoir à tous les confrères présents autour de la table. Allez, on va parler de la République centrafricaine. Le ministère de la Défense réagit au rapport du panel d'experts de l'ONU publié dans la presse mardi. Il rejette les conclusions des experts qui évoquent notamment des exactions attribuées aux forces armées et aux mercenaires russes déployés dans le pays. Horace Donkovi, c'est donc le méli-mélo total. Les autorités qui rejettent ce rapport de l'ONU. Bon, en fait, c'est pas un méli-mélo, c'est juste que pour moi, c'est un exercice de communication où généralement on n'explique pas aux gens de quoi il s'agit. Alors, on parle de forces centrafricaines qui sont en cours de reconstruction, qui subissent un embargo et qui doivent s'appuyer pour la défense du territoire national sur des forces étrangères. Ce qu'on ne dit pas, c'est que dans la plupart des cas, ce qu'on appelle forces étrangères sont des forces privées. Et la Centrafrique n'est pas la première à subir ça. Actuellement, on pointe du doigt les Russes. Mais on peut pointer du doigt les exactions des Russes avec ce document de l'ONU. Mais on oublie qu'on a eu Sangaris à une époque. Et que Sangaris, qui était une opération française en Centrafrique, avait déjà été pointé du doigt pour certaines exactions. Tout simplement pour dire que c'est quelque chose de très redondant. Et c'est d'autant plus redondant que on retire aux États la compétence de pouvoir assumer leur propre défense. Déjà, à la base, dans la plupart des pays, vous avez une armée, notamment les armées africaines, qui ont des problèmes en termes de logistique, des problèmes en termes de renseignement, des problèmes en termes de formation, et qui doivent sous-traiter tout cela avec des puissances. Maintenant, c'est pire. On doit sous-traiter avec des puissances qui vont, elles, sous-traiter avec des sociétés privées qui, elles, maintenant, vont investir en Afrique. On n'a plus Sangaris, mais maintenant, on a un groupe privé. La MINUSCA est entraînée par un groupe privé. En Sierra Leone, à l'époque du conflit dans les années 90, on avait des troupes privées. Donc, à un moment, il y a tout un méli-mélo, tout un genre de conflit d'intérêts qui va au désavantage de l'État même qu'on prétend aider. Quand on prenait l'Afghanistan, c'est encore des groupes privés. Vous allez à l'Irak, ce sont des groupes privés. La Centrafrique, c'est un État, pour moi, en ce qui me concerne, qui subit de la déstabilisation voulue, parce que c'est un État extrêmement riche, et c'est un État, pour moi, dont on empêche la reconstruction. Hein, je me rappelle qu'on avait vu à peu près le même cas, je me rappelle, en Côte d'Ivoire, parce que au moment où il y a l'agression de l'État et qui commence à avoir une avancée de rebelles, étonnamment, ce sont les troupes extérieures qui viennent fixer la limite du front. C'est elles qui permettent au front, la ligne de merde, c'est elles qui permettent au front de ne pas bouger. C'est elles qui font des restrictions sur la logistique, c'est elles qui font des restrictions sur les avantages financiers. Ce sont elles qui font des restrictions concernant tout ce qui est armement et ainsi de suite. Et ce sont ceux qui font les restrictions qui se posent en négociateurs. En Centrafrique, on a à peu près la même chose. Moi, je me souviens qu'au début de la crise,
On a même eu des manifestations de Centrafricains à l'ambassade de France pour réclamer de l'aide. On n'a pas vu cette aide-là. On a vu des forces armées avec la complicité d'autres pays africains qui ont investi le pays, qui l'ont déstabilisé. On a eu une ligne de front qui, petit à petit, s'est avancée. On a même eu le renversement de l'État. Et après, étonnamment, le gouvernement acculé qui fait appel, cela peut être discutable, ok, d'accord, mais qui fait appel à la collaboration d'un autre pays, maintenant se trouve attaqué en disant oui, mais vous n'auriez pas dû. Le problème qu'il y a, c'est que il faut rappeler que les Centrafricains, avant d'essayer les Russes, ont essayé les Français avec Sangaris, ont essayé l'ONU, ont essayé plusieurs types de possibilités. Ça n'a pas marché. Maintenant, dans le cas où ils sont actuellement, que fait-on quand on est un gouvernement qui a des ressources souterraines, qui n'a pas de ressources financières, qui n'a pas d'armée, qui n'a pas de défense, qui doit sous-traiter tout, qui doit payer tout? Voilà. Pour comment s'étonner qu'il y ait de telles exactions alors qu'elles sont répétitives et qu'elles sont... voilà, que c'est un peu la mode actuelle. Fioclou, à la lueur où vont les choses, ces rapports n'iront nulle part. Non, il n'est pas question de dire que ces rapports n'iront nulle part. Justement, les experts des Nations Unies ont présenté le rapport au Conseil de sécurité et le secrétaire général a tapé du poing sur la table. Parce que ces rapports sont fondés sur des témoignages des Centrafricains. Il y a des exactions, des assassinats aveugles ciblés, les écoles sont occupées, il y a tant de violations des droits humains. Maintenant que ce ne sont pas forcément les Russes qui réagissent, mais aussi les Centrafricains réagissent contre ce rapport. Vous voulez que le gouvernement centrafricain qui a besoin de l'aide russe vous dise que tout ça là c'est vrai? Nous sommes en diplomatie. Si tu tues quelqu'un et qu'il n'y a personne là qui, ou bien une caméra ne t'a pas vu. Une preuve tangible. Une preuve tangible. Est-ce que tu vas dire que oui, c'est moi qui ai tué? C'est à la suite de l'enquête qu'on va découvrir que c'est là. Il y a une équipe des Nations Unies qui sont arrivés et qui ont fait des enquêtes du sud au nord, d'ouest en est et qui ont pondu ce rapport. Les rapports des Nations Unies ne sont jamais tronqués. Le gouvernement centrafricain ne peut jamais accepter que ce rapport est vrai ou faux. Est vrai parce que c'est la ministre de la Défense qui est partie à Moscou il y a quelques mois pour signer cette demande d'aide russe. Et les instituteurs russes sont là. Les Russes sont là avec la société privée Wagner qui fait son beau temps dans ce pays avec l'appui des Centrafricains. Or, il y a un embargo sur les armes au niveau des forces armées centrafricaines. Comment se fait-il que de nouvelles armes sont maintenant dans les mains de ces éléments? Voilà, le problème est là. Et là où il y a toujours des tentatives de déstabilisation, il y a toujours des horreurs comme ce que nous venons d'apprendre à travers ce rapport. Moi, je confirme que ce rapport est vrai. Alors, Luis Kamako, ce rapport n'indexe pas seulement les troupes russes, ou bien des volontaires comme on les appelle. On parle également des troupes gouvernementales, on parle également des rebelles de François Bozizé. Donc c'est tout le monde finalement. Oui, tout le monde. Je pense que 14 forces et militaires là-bas en Centrafrique, c'est ce que dit le rapport. Mais je pense que avant de revenir à la question, je voudrais, si tu le permets, revenir un peu sur l'issue qu'on peut donner à ce genre de rapport, parce que tu as posé la question tout à l'heure au doyen Fioclou. Je pense que habituellement les rapports de l'ONU débouchent sur des recommandations et on va peut-être en arriver là. Et si après recommandation, si on trouve que ce qui est dit, c'est vrai qu'aujourd'hui on parle des actions des enfants qui sont empêchés d'aller à l'école. Quand vous allez par exemple au village de Cabo là-bas, il y a même presque de vie, le village est déserté parce que les gens sont obligés de quitter les foyers. Donc si au-delà, si l'ONU trouve que en fait ce qui est dit, ce que révèle le rapport est alarmant, on peut peut-être demander à la CPI de se saisir du dossier et d'enquêter. Et parce que l'objectif, en fait, c'est de voir si ce qu'on appelle le droit humanitaire international est respecté. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une guerre, chaque fois qu'il y a une guerre dans un pays, l'ONU fait ce genre d'enquête et ces rapports ou bien ces enquêtes, quand elles sont ouvertes, c'est pas pour plaire à X et déplaire à Y.
Donc, l'Organisation des Nations Unies est dans cette logique aujourd'hui. Maintenant, le rapport l'a si bien précisé, tu viens de le dire, c'est pas seulement les forces russes, ceux qu'on appelle les instructeurs, les éléments de Wagner qui sont ciblés, mais des forces, en fait, armées centrafricaines. Et je pense que quelqu'un l'a dit tout à l'heure, que le rapport a été constitué sur la base des témoignages des Centrafricains eux-mêmes. Donc ça veut dire que quelque part, il y a matière à réflexion. Et ce qu'on reproche aujourd'hui à l'État ou bien aux dirigeants centrafricains est peut-être vérifié. C'est peut-être vérifié dans un communiqué. Oris Donkovi, publié mardi, le ministère de la Défense rejette donc en bloc ces accusations qu'il considère comme un moyen de ternir l'image de l'armée centrafricaine. L'intérêt de l'ONU, de ce rapport de l'ONU, de ternir l'image de l'armée centrafricaine. Non, mais en fait, chacun est dans son rôle. Le gouvernement centrafricain ne pourra pas accepter le rapport parce qu'il met en cause ses amis russes, dont il a besoin pour quand même asseoir sa gouvernance. L'ONU ne peut pas fermer les yeux sur ce qui se passe en Centrafrique, comme elle ne ferme pas les yeux sur ce qui se passe au Congo ou ce qui se passe en Éthiopie, où elle ne ferme jamais les yeux. Mais après, quant à avoir un impact en termes de décision, bon, je pense qu'on va rester dans la comédie habituelle. Maintenant, après, ce qui est triste pour l'Afrique, c'est que la condamnation aurait dû venir plutôt des États africains, qui sont fortement impliqués dans le problème centrafricain. Comment dirais-je, j'oublie le nom de ce leader congolais qui a été condamné parce que ses troupes justement ont fait des exactions. Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba a été condamné pour des exactions en Centrafrique. Idriss Déby, qui est du Tchad, a été soupçonné d'appuyer fortement les troupes rebelles de Centrafrique. Le Cameroun, actuellement, a tout un flux de réfugiés venant de Centrafrique. Le président actuel, je pense, de la région de l'Afrique centrale, disons de la communauté de l'Afrique centrale, je pense que c'est le président... C'est un Tchadien. Non, c'est actuellement, ils ont une présidence tournante, c'est le président de la RDC. Ah oui. Voilà. Il est le président de l'Afrique. Tshisekedi, c'est ça, je pense. De l'Union africaine. Voilà, c'est Félix Tshisekedi, on n'entend pas parler. On a vu Denis Sassou Nguesso se porter, parce que c'est un peu ce qu'on nous a toujours vendu, c'est-à-dire le doyen. Le doyen de chef d'État, ainsi de suite, qui ne dit strictement rien. Et même M. Biya, je pense qu'il préfère sa Suisse. Donc, à un moment, ce qui est dommage, c'est que les principaux pays qui, en réalité, sont investis dans la crise centrafricaine et qui subissent le contre-coup de la crise centrafricaine, eux ne disent rien, ne déclarent rien, ne se plaignent de rien, alors que c'est une bombe à retardement. Et ça, c'est dommage, parce que je rappelle que quand on voit quand on voit la zone, il n'y a que des foyers instables. Vous avez le Cameroun qui a une rébellion, vous avez le Tchad qui a une rébellion, la Centrafrique a une rébellion, le Congo a une rébellion, le Congo-Brazzaville a des rébellions. Bon, donc, à un moment, il est triste que on en vienne toujours au même... au même train-train qui consiste à avoir une ONU qui va dénoncer, qui va faire des recommandations. On sait qui est l'ONU, que l'ONU, ce sont les puissances. Les puissances, ce sont elles qui condamnent, ce sont elles qui arment, ce sont elles qui vont prétendre faire de la protection, ce sont elles qui vont fournir ces sociétés privées qui vont amener logistique, qui vont amener le renseignement et ainsi de suite. Et ce sont elles qui vont exiger un paiement en retour. Tout à l'heure, je parlais de la Sierra Leone. La Sierra Leone, lorsqu'on fait intervenir certains groupes privés, c'est pour protéger les mines de diamants. La Centrafrique est un grand pourvoyeur de matières premières et le plus gros scandale pour moi, un des plus gros scandales en Afrique, c'est que l'instabilité d'un pays africain n'a jamais empêché la gestion de ses ressources minières. Il peut avoir la guerre dans un pays africain, les gens peuvent être trucidés, on peut massacrer les gens, il peut avoir des viols. Les ressources minières sortiront, les capitaux fluctueront
Et ceux qui doivent se faire des bénéfices en feront encore plus. Allez, on va marquer une petite pause. Comme d'usage, on revient pour la suite.